Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré ajourné au 7 septembre. Un procès qui s'est ouvert ce lundi à Dakar, la capitale sénégalaise. Et c'est la première fois qu'un ancien chef d'État africain est jugé sur le continent. Troisième édition du mois du service public au sein de l'administration béninoise. L'opération lancée le 13 juillet entend désengorger les dossiers en instance dans les services de l'État. Et Boko Haram a contraint des milliers de Nigérians à fuir vers le nord du Cameroun. Une situation de plus en plus inquiétante qui sera au cœur des échanges lors de la visite du président nigérian Mohamedou Buhari au Cameroun. Mais d'abord, grève des enseignants de l'université Omar Bongo au Gabon depuis ce lundi, un mouvement qui intervient en pleine période d'examen et qui pourrait avoir des conséquences pour les étudiants. Les enseignants réclament des primes impayées qui représentent un total de 600 millions de francs CFA. L'Afrique peut-elle juger ses anciens chefs d'État? La question se pose depuis l'ouverture ce lundi 20 juillet à Dakar du procès d'Hissène Habré, un procès ajourné au 7 septembre. Les organisations de défense des droits de l'homme se réjouissent de cette expérience inédite sur le continent, puisqu'il apparaît clairement aujourd'hui que le continent est bel et bien en mesure de garantir des procès de chefs d'État équitables. Emmanuel Milimono. Pour la première fois, l'Afrique abrite le procès d'un ancien président poursuivi pour différents chefs d'accusation. Le continent amorce cette nouvelle ère avec le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré, ouvert le lundi 20 juillet 2015 à Dakar. La procédure fait face encore à quelques obstacles qui ne relèvent pas de l'incapacité de la Cour mise en place à cet effet. Ce procès ouvre en outre une nouvelle ère sur le continent. L'Afrique démontre qu'elle a désormais les moyens de juger ses anciens dirigeants. C'est des expériences assez inédites qui ne sont pas encore totalement parfaites. Mais nous saluons aujourd'hui le fait que les Africains eux-mêmes prennent la volonté de juger leurs propres dirigeants sur le continent. Donc c'est tout à fait naturel qu'on puisse assister à quelques manquements qui ne sont pas de nature pour le moment à dire, par exemple, ne garantit pas le droit à un procès équitable. Ce procès est le premier d'un ancien chef d'État en Afrique. La détermination des différentes parties, excepté celle de la défense, sont autant de signes que le continent est bien sur la bonne voie. Selon des analystes, l'ajournement de ce procès intervenu ce mardi 21 juillet n'est en rien la preuve d'une quelconque incapacité du continent à juger ses anciens présidents. Ça n'a rien à voir avec la capacité ou non de l'Afrique d'organiser le procès d'un ancien chef d'État. Dans tous les tribunaux du type, les accusés décident régulièrement, ou souvent en tout cas, de garder le silence dans une stratégie de défense, de ne pas reconnaître le tribunal pour finalement revenir à de meilleurs sentiments. On l'a vu sur le cas Milosevic, on l'a vu avec Gbagbo, on l'a vu avec Charles Taylor, mais ça ne remet pas en cause la qualité parce que les parties prenantes sont là, les juges sont compétents. Hissène Habré, en détention au Sénégal depuis 2 ans, ne reconnaît pas la juridiction chargée d'organiser son procès ni dans sa légalité ni dans sa légitimité selon ses avocats. Son procès a été ajourné jusqu'au 7 septembre 2015, le temps pour des avocats commis d'office pour sa défense de prendre connaissance du dossier. 4000 victimes se sont constituées partie civile et attendent depuis longtemps l'ouverture de ce procès. Le gouvernement béninois veut rendre plus dynamique l'administration publique. C'est ainsi qu'il organise chaque année, et ce depuis 3 ans, l'opération Zéro dossier en instance dans les services publics, une initiative qui vise à satisfaire les usagers de l'administration publique en rendant ce service plus efficace et plus rapide. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ono. Disposer d'une administration efficace au service de la nation, c'est l'objectif visé par le gouvernement béninois à travers le mois du service public initié depuis 2013. Lancé le 13 juillet 2015, cette 3e édition intitulée « Zéro dossier en instance dans les services publics » entend améliorer la qualité des services destinés aux usagers de l'administration. Nous avons remarqué au niveau du gouvernement que l'administration publique béninoise est malade. Elle est malade en ce sens qu'il y a trop de dysfonctionnement. Elle a accusé à tort ou à raison de corruption, de lenteur, de tous les maux qu'il faut. Donc c'est suite à ce constat que le gouvernement a décidé, depuis 3 ans aujourd'hui, à ce que le mois du service public soit institué sur toute l'étendue du territoire national. Du ministère du Travail à la préfecture de Cotonou, comme dans tous les ministères sectoriels et leurs structures sous tutelle, tous les services se sont conformés à cette réforme. Il y a une certaine évolution qui se fait par rapport à la satisfaction de l'usager client, surtout pour les prestations de la préfecture
Je voudrais faire allusion là à la délivrance de la carte nationale d'identité et au récépissé de création d'associations et d'organisations non gouvernementales. L'ambition pour cette 3e édition est de contribuer à l'accélération du traitement des dossiers et à la réduction du fossé entre les usagers et l'administration. Pour de nombreux usagers, cette initiative doit se pérenniser. Il ne faut pas que les fonctionnaires béninois attendent seulement ce mois de service public pour réellement travailler. Le travail doit être quotidien. Rappelons que 2314 requêtes ont été reçues et transmises par le ministère du Travail aux structures concernées en 2014, soit un taux de traitement de 51,70%. La plupart des dossiers qui ont fait objet de préoccupation des usagers portent sur la situation administrative et financière des agents de l'État. Le Cameroun, de nouveau frappé par Boko Haram. Un attentat a eu lieu ce mercredi à Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord. 2 kamikazes se seraient fait exploser, l'un au marché central, l'autre dans le quartier de Ouassa. Un bilan provisoire fait état de 4 victimes. Et Boko Haram, initialement actif au Nigeria, a contraint des milliers de Nigérians à fuir les combats. Ils sont aujourd'hui plus de 100 chaque jour à se rendre au nord du Cameroun, une situation qui inquiète le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, les multiples associations humanitaires, mais aussi et surtout les autorités du Cameroun et du Nigeria. Attendu au Cameroun justement le 29 juillet, le président nigérian Muhammadu Buhari s'entretiendra sur cette problématique avec son homologue camerounais Paul Biya. Lizelsi à Kizimana. Un nouvel afflux de réfugiés dans le nord du Cameroun. Le camp de Minao, qui se trouve dans l'extrême nord du Cameroun, mais aussi à une 50aine de kilomètres du Nigeria, est arrivé à saturation. Selon l'OHCR, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, y reçoit chaque jour environ 100 réfugiés venus du Nigeria, des réfugiés qui fuient les combats et les violences du groupe terroriste Boko Haram. Le problème des réfugiés du Cameroun concerne également les réfugiés au Nigeria, dans le sens où aujourd'hui, ce qui se passe dans cette région, c'est que les réfugiés se déplacent. Quand il y a des attaques de Boko Haram, par exemple au Nigeria, ces réfugiés se déplacent vers le Cameroun. Ensuite, Boko Haram poursuit ces réfugiés jusqu'aux régions où ils sont venus se cacher au Cameroun et ils sont encore repoussés. Ces réfugiés repartent du côté du Nigeria. Donc aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un problème camerounais, c'est également un problème nigérian, c'est un problème de région. Le camp de Minao compte actuellement 44 000 personnes. Le gouvernement camerounais estime à 17 000 le nombre de réfugiés non enregistrés. Ce problème de réfugiés a mobilisé beaucoup d'associations humanitaires. C'est le cas de l'initiative Sifflet jaune lancée par la fondation du footballeur camerounais Eto'o Fils le 19 juin à Paris, en France. On a cette levée de fonds en ligne qui permet de donner de l'argent aux ONG qui peuvent être des grosses ONG comme Oxfam ou le Haut-Commissariat aux réfugiés ou des ONG plus modestes pour que sur le terrain elles puissent aider efficacement ces populations. Le but des sifflets jaunes, ce n'est pas d'être sur le terrain, c'est de mobiliser suffisamment pour que les gens prennent conscience de l'énormité du problème et de la crise humanitaire vers laquelle on risque de s'acheminer si on ne prend pas les mesures nécessaires. Le gouvernement camerounais compte ouvrir un autre camp de réfugiés afin de désengorger le camp de Minao. La visite du président nigérien Muhammadu Buhari le 29 juillet 2015 au Cameroun arrive à point nommé. Au-delà de la coopération bilatérale au niveau économique et sécuritaire, les 2 chefs d'État seront également amenés à parler de la situation de ces réfugiés au nord du Cameroun. Depuis ce mardi 21 juillet, une nouvelle banque de développement a vu le jour. Il s'agit de la New Development Bank. L'institution internationale a été créée par les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, les 5 économies émergentes. L'initiative de ces pays pourrait venir concurrencer d'autres institutions, comme par exemple la Banque mondiale. Arwa Barkala. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont officiellement leur banque de développement depuis ce mardi 21 juillet. Appelée le New Development Bank, le NDB, la nouvelle institution arrive sur le marché avec un capital de 100 milliards de dollars. La création de cette nouvelle banque vise à constituer une alternative au FMI ou à la Banque mondiale.
En tant que banque de développement multilatérale initiée et créée par les marchés émergents, la New Development Bank sera davantage axée sur les besoins de ces mêmes pays émergents. Elle respectera mieux les conditions de chaque nation et représentera les idées des pays en développement. Cela enrichira complètement le concept de développement, de pratique et d'expérience de chaque pays pour être plus efficaces ensemble. C'est à Shanghai que les bureaux de la NDB ont pris place. Même si le capital de départ reste conséquent, certains observateurs restent réservés quant à l'impact de cette banque pour l'Afrique du Sud et dans une moindre mesure le continent africain. La mise en place d'une nouvelle banque de développement lancée par les grands pays émergents va avoir un impact somme toute limité. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement où nous avons un grand nombre de banques de développement. Le seul effet que ça aura, plus on a d'acteurs en tant que banque de développement, plus le coût de crédit accordé au projet va être réduit. Dès le lancement de cette nouvelle banque, les grands pays émergents ont estimé qu'elle devait se positionner comme une concurrente de la Banque mondiale et des institutions multilatérales de Bretton Woods. Sur le principe, c'est pas tant une rivale de la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale est un groupe. Les BRICS représentent 46% de la population de la planète et 19,8% du PIB mondial. La création de la banque intervient 2 semaines après le dernier sommet qui a eu lieu à Oufa, en Russie. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.